On se retrouve donc aujourd'hui pour la 7e. On a terminé la dernière séance concernant les rapports sociaux de sexe et les inégalités qu'ils engendrent. Et on va démarrer aujourd'hui la partie rapport de classe et inégalité. Alors d'abord, quelques questions introductives, peut-être pour vous mettre l'esprit en appétit. Je vous demande de réfléchir à 3 questions. Qu'est-ce qu'une classe sociale? Que sont les rapports sociaux de classe? Et enfin, essayer de trouver des inégalités de classe sociale dans la réalité contemporaine. Voilà, je vous laisse quelques minutes pour réfléchir à ces questions. Alors, si on reprend, voilà, on n'a pas d'interactivité, mais sur la, la définition d'une classe sociale, il existe plusieurs définitions, et c'est ce que l'on va développer tout à l'heure. Voilà, peut-être avez-vous déjà plusieurs idées intéressantes à ce propos. Donc, on va essayer d'être assez exhaustif sur cette notion tout à l'heure. Alors, sur les rapports sociaux de classe, on a déjà défini cette notion de rapports sociaux dans la première séance, en disant que cette notion renvoyait à la structuration sociale. Concernant les rapports sociaux de classe, cela concerne donc les rapports qui existent entre des membres de la société qui ne sont pas positionnés de la même façon dans le processus de production. Autrement dit, nous sommes à des places diverses, plus ou moins élevées dans la hiérarchie sociale, en lien avec ce que nous faisons dans le système productif. Et ces écarts de positionnement produisent des rapports sociaux. Enfin, pour ce qui concerne des exemples d'inégalités entre classes sociales, bon, de fait, quand on n'a pas la même place dans la hiérarchie sociale, du fait de notre position dans le système productif, nous n'avons pas les mêmes revenus, nous n'avons pas le même prestige, nous n'avons pas non plus le même pouvoir dans la société. Et donc, on peut voir des inégalités entre classes sociales à peu près dans toutes les réalités sociales. Puisque dès qu'il y a un écart de positionnement dans le système productif, eh bien, il y a un écart d'accès aux richesses, au prestige, au pouvoir. Autrement dit, des inégalités produites par la structuration sociale. Donc, voilà, il y a moult exemples d'inégalités de classe sociale. Vous avez sans doute pensé aux inégalités de revenus, les inégalités de patrimoine, les inégalités de logement, les inégalités de formation, les inégalités d'emploi. Bon, voilà, la liste est quasi interminable. Et voilà, on a un pléthore d'exemples autour de soi au quotidien. Les réalités sociales que l'on rencontre sont traversées
d'inégalités liées aux différences de place dans la hiérarchie sociale et précisément aux inégalités de classe sociale en lien avec les écarts de position dans le processus de production. Là, je vous ai mis voilà, une illustration à la fois dramatique et simultanément banale, malheureusement, avec d'un côté une personne sans emploi et a priori aussi sans domicile, euh, qui est donc positionnée au bas de la hiérarchie de, de position dans le système productif, et la personne qui passe à côté debout, dont on voit avec ses attributs vestimentaires et voilà sa sacoche d'ordinateur, qu'il est au contraire non seulement inséré professionnellement, mais également dans un statut plutôt valorisé. Et donc là, on a voilà, une, une petite vision ordinaire des inégalités, des écarts de position dans le système productif, et en l'occurrence un écart là très important entre une personne sans emploi, sans domicile, et au contraire une personne insérée dans un emploi valorisé. Ces rapports sociaux, selon la place dans le processus de production, ils sont étudiés depuis longtemps. On peut dire que les sociologues ont mis ces questions au cœur de leur discipline. Une très grande part des travaux sociologiques portent sur ces questions de différenciation entre classes sociales, et cela depuis longtemps. Donc c'est bien avant l'étude des rapports sociaux de sexe qui, eux, datent des années 1970-1980. C'est bien avant que les sociologues se sont intéressés aux rapports sociaux de classe, et l'on peut même le faire remonter aux précurseurs de la sociologie. Donc avant même l'institutionnalisation de la discipline sociologique, on a des penseurs qui ont théorisé ces rapports sociaux de classe, comme on va le voir tout à l'heure. Et donc, c'est une perspective très importante en termes de durée, mais aussi en termes de quantité de recherche produite avec cette perspective de cerner les écarts entre classes sociales. Alors on a différentes théorisations qui ont été proposées de cette hiérarchisation des classes sociales, qu'on peut classer en deux familles, des théorisations qui envisagent des classes sociales distinctes, et non seulement distinctes, mais également en conflit. Et puis une autre famille de théorisation qui envisage des groupes sociaux hiérarchisés, mais dans lesquels une mobilité sociale peut se réaliser. C'est-à-dire que ceux qui sont en bas de cette échelle sociale peuvent y monter, et inversement d'ailleurs, ceux qui sont en haut peuvent en descendre. Autrement dit, on a l'idée d'un continuum, d'une échelle sociale graduelle, et qui du coup ne constitue pas des collectifs, des groupes distincts les uns des autres, mais se construit sur les individus et à partir de leur positionnement plus ou moins durable, amené
à bouger au fil de leur existence. Donc, dans cette conception, il n'y a pas de conflit entre groupes sociaux, hein. Euh, il y aurait une compétition entre les individus, hein, pour monter dans la hiérarchie, et pas de groupes sociaux stables, hein, et euh, coupés, en tout cas distincts, hein, des autres groupes. On va préciser davantage, hein, ces deux approches. D'abord avec la théorisation que propose Marx, hein, donc Karl Marx, né en 1818 et mort en 1883, donc avant l'émergence de la discipline sociologique en tant que discipline à visée scientifique, hein. Marx fait partie des précurseurs, hein, même des pères fondateurs, on va dire, de la sociologie, avec Durkheim et Max Weber. Et il est sans doute le premier, hein, à élaborer une théorie qu'on peut qualifier de sociologique, hein, pour rendre compte de la réalité sociale hiérarchisée, hein, qu'il observe autour de lui, que ce soit en Allemagne, en France ou en Grande-Bretagne à son époque. Euh, dans sa production écrite, hein, il y a une part de travaux que l'on peut considérer véritablement comme sociologiques, hein, où il cherche à montrer les mécanismes sociaux, hein, de production de la société, texte qui se juxtapose, hein, avec d'autres écrits davantage historiques, hein. Il a analysé plusieurs des soulèvements populaires, hein, qui ont eu lieu durant son existence au XIXe dans les différents pays européens. Mais aussi, hein, toute une production écrite qu'on pourrait dire militante, hein, ou idéologique, hein, dans laquelle il se positionne politiquement très fortement, hein, et indique en quelque sorte la direction à suivre, hein, pour transformer la société dans le sens qu'il considère souhaitable. Donc, du côté de la sociologie, on va reprendre à notre compte, hein, l'héritage sociologique, hein, de Marx, et on va être plus distancié, hein, voire coupé de l'héritage idéologique, hein. Ce qui explique d'ailleurs qu'on ait forgé le terme de marxien, hein, pour désigner ce qui est hérité, hein, de la pensée de Marx, mais sans s'inscrire dans le cadre marxiste, hein, à savoir sa visée politique, hein, qu'il a développée dans certains écrits. Alors, de quelle façon a-t-il théorisé les rapports sociaux entre classes sociales? Vous avez peut-être déjà eu des apports à ce sujet. Il observe, hein, dans sa société au XIXe, hein, qu'il existe une classe dominante, hein, pour reprendre ces termes, qui possède à la fois les richesses, également le pouvoir et aussi le prestige. Et l'explication première, hein, qu'il en amène, c'est que cette hiérarchie, hein, elle se constitue euh, à partir du processus de production. Autrement dit, hein, il place le, le système économique, hein, au cœur de la production de cette hiérarchie sociale, hein, et en l'occurrence, hein, de ces groupes sociaux qu'il appelle des classes sociales. Donc pour lui, c'est bien la place dans le processus de production, hein, qui hiérarchise, hein, les individus en créant des collectifs, hein, qu'il dénomme des classes sociales. Selon Marx,
on serait passé, sur la longue durée historique, d'un mode de production esclavagiste à un mode de production féodal, puis à un mode de production capitaliste, Donc là, ça correspond effectivement à l'époque, qu'il observe, en Europe. Ce mode de production capitaliste, selon lui, se caractérise, par, ce qu'il appelle un rapport d'exploitation entre la bourgeoisie, propriétaire des moyens de production, d'une part, et le prolétariat qui, lui, n'a que sa force de travail, pour survivre, pour subvenir, à ses besoins. Et donc, selon Marx, il y aurait un rapport d'exploitation dans le sens où les propriétaires de moyens de production utilisent la main-d'œuvre des ouvriers pour, pour produire du capital, pour s'enrichir, puisque entre le coût de cette main-d'œuvre pour produire un bien et le prix auquel ce bien va être vendu, il y a un écart, ce que Marx appelle la plus-value, et cette plus-value est un bénéfice direct aux propriétaires des moyens de production, et c'est en cela que Marx parle de rapport d'exploitation, en ce sens que la main-d'œuvre est payée moins que ce qu'elle rapporte aux propriétaires de l'entreprise, de l'usine, de la manufacture qui l'emploie. Cette base économique de la société, pour Marx, est véritablement le socle de, du fonctionnement social, puisque selon lui, il va déterminer le système politique, mais également le système juridique, culturel, idéologique, c'est-à-dire que il met vraiment cette réalité économique au cœur de la, la production de la société. Et donc, pour revenir à cette notion de classe sociale, Marx explique que c'est la place dans le processus de production qui définit la classe sociale à laquelle on appartient. Et ce qui est important de souligner, c'est que ce sont bien des collectifs qui se constituent, des groupes sociaux, avec une conscience d'appartenir à la même catégorie, d'être situés de la même façon dans le processus de production, et en conséquence d'avoir les mêmes intérêts, une condition de travail similaire, et donc des intérêts collectifs semblables. Donc ça, c'est une première chose, l'idée que pour parler de classe sociale, il faut qu'il y ait conscience de ses membres d'appartenir au même groupe, avec des intérêts communs. Et puis le deuxième critère que amène Marx est que ces intérêts collectifs d'une classe sociale sont divergents des intérêts des autres groupes sociaux. Et en conséquence, il y a un conflit qui s'instaure, en particulier entre les propriétaires des moyens de production et ceux qui n'ont que leur force de travail à vendre, puisque leurs intérêts respectifs sont totalement divergents. Et il y aurait donc, selon Marx, un conflit entre ces classes sociales, et donc une lutte des classes, pour reprendre ces termes, donc entre les classes bourgeoises et les classes prolétaires. Il ne peut, selon lui, n'y avoir que des relations conflictuelles, puisque leurs intérêts ne sont pas similaires.
Alors il y a actuellement un film, qui, passe encore, hein, dans les salles, donc voilà, essayez de le voir si vous le pouvez. Je pense qu'il, complète, très bien ce propos-là, concernant la théorisation des classes sociales par Marx. Il dépoussière aussi, hein, cette figure, intellectuelle en montrant Marx à son jeune âge, hein, il a une trentaine d'années, hein, c'est, la vie de Marx, sur, environ 5 ans, hein, autour de ses 30 ans et on le voit justement, développer sa pensée, sa théorisation, hein, des de la réalité sociale, hein, à la fois par, la confrontation avec la réalité ouvrière et également par le contact, hein, avec, les autres, penseurs, autres intellectuels, hein, de son temps, à travers la lecture, mais aussi par le débat, hein, direct, l'échange direct et c'est tout à fait intéressant, hein, pour votre, culture générale, me semble-t-il, hein, donc je vous incite à le voir, hein, si possible. Alors une autre, théorisation, de la même époque, hein, est élaborée par, Max Weber, qui est aussi, reconnu par, les sociologues comme, un père fondateur de la sociologie. Mais pour autant, hein, il est aussi reconnu, comme, père fondateur, pour les juristes, pour les économistes. Donc, voilà, c'est un penseur, qui a été, influent, hein, sur, des des disciplines, qui se sont forgées ultérieurement, hein, de façon très, très forte. Donc, il est, certainement, un père fondateur de la sociologie, mais il était plus que cela, hein, avec, une compétence et une finesse, d'analyse, hein, aussi dans les domaines économiques, et juridiques. Alors, concernant, cette notion des classes sociales, hein, Max Weber va, considérer qu'il y a, 3 hiérarchies, sociales, juxtaposées en quelque sorte. Selon lui, hein, on peut décrire la réalité à travers, une hiérarchie économique, une hiérarchie politique et une hiérarchie symbolique, hein, autrement dit, en lien avec le prestige. Et ces différentes hiérarchies ne se superposent pas nécessairement, hein, pour Weber. Les classes économiques, hein, c'est ainsi qu'il les dénomme, vont, regrouper des individus qui sont dans la même position, dans le marché du travail, mais qui n'ont pas nécessairement, la conscience, hein, d'être, dans un collectif, hein, il n'y a pas de conscience de classe, hein, pour reprendre le terme employé par Marx, nécessairement, hein, il existerait selon, Weber, des classes économiques, hein, qui, ne se rendent pas compte, ni de leur proximité de situation, de travail, ni du fait qu'ils aient des intérêts communs. À côté de ces classes économiques, hein, selon Weber, il existe, des groupes de statut, hein, qui, se distinguent, hein, par, leur, plus ou moins fort prestige et un mode de vie aussi, hein, différencié, d'un groupe à l'autre. Et puis cette troisième hiérarchie, hein, politique, se constitue sur la base, de l'accès au pouvoir, hein, et là, très clairement, les individus n'ont pas tous le même accès au pouvoir, avec, une capacité très différente à défendre ses intérêts,
donc entre les groupes, hein, et aussi, à imposer leur vision du monde, hein. Pour le dire simplement, hein, ceux qui sont en bas de cette hiérarchie politique, ne savent pas ou peuvent défendre leurs intérêts, hein. Et d'ailleurs, on peut même aller au-delà, hein, et s'interroger de savoir s'ils définissent très nettement quels sont leurs intérêts. Et puis, qui plus est, hein, ne savent pas non plus, imposer une autre, vision, hein, du fonctionnement social que celle imposée, hein, par ceux qui sont en haut de cette hiérarchie politique, hein, qui donc, d'une part, maîtrisent, hein, la défense, de leurs intérêts et qui plus est, réussissent à imposer leur vision du fonctionnement social. Et donc ce faisant, légitime, hein, le fonctionnement social tel qu'il. Alors on a d'autres, théorisations des classes sociales, hein, ultérieures, à ces premiers travaux. On en a beaucoup et je ne rentrerai pas dans un catalogue, hein, de théorisation des classes sociales. Simplement les principales qui ont marqué, voilà, la sociologie et les sciences, sociales, de façon plus générale. Heu, on peut citer, un sociologue allemand qui s'appelle Ralph Dahrendorf, et donc qui, à partir des années, 70, hein, a théorisé, la hiérarchie sociale sur le critère, du pouvoir. Selon lui, heu, la propriété des moyens de production, ne permet plus aujourd'hui, hein, d'analyser, de comprendre, la hiérarchie sociale, observée, hein, qui l'entoure. Donc là, en l'occurrence, deuxième moitié 20e, hein, en Allemagne précisément. Heu, mais c'est l'autorité, hein, le pouvoir détenu, par, les individus qui va être, l'élément, hein, essentiel de la hiérarchisation, sociale. Et pour Dahrendorf, hein, cette autorité, ce pouvoir n'est plus, aux mains des propriétaires, des entreprises, mais il serait passé aux mains des dirigeants d'entreprise, hein. Désormais, les propriétaires confient en quelque sorte, hein, le pilotage, de leur entreprise, hein, à des dirigeants. Heu et en conséquence, hein, ce seraient ces dirigeants qui, voilà, seraient, détenteurs, hein, de l'autorité, du pouvoir et de ce fait, en haut de la hiérarchie, sociale. Donc c'est une autre, voilà, hiérarchie, hein, qui peut peut-être se rapprocher pour partie de la hiérarchisation, politique, hein, envisagée par Weber. Alors revue dans le contexte, hein, du XXe siècle. Une autre, une autre théorisation, de la hiérarchie, est proposée par Bourdieu, donc sociologue français, hein, des années, voilà, en l'occurrence, il démarre, sa théorisation, lui aussi dans les années 70, hein, mais en France. Hem, il reprend de Marx, l'idée de rapport de domination, hein, entre, les détenteurs, de capitaux économiques et ceux qui, en sont, dépossédés. Mais il complexifie, hein, cette, théorisation en ajoutant au capital économique, le capital culturel et le capital social. Le capital culturel renvoie, autant à l'instruction, à la culture, hein, que possèdent les individus, mais aussi, aux biens culturels, hein, qu'ils ont. Hem,
Le capital social, lui, renvoie à ce que l'on dénomme couramment le carnet d'adresses, hein. Autrement dit, les relations que vous pouvez mobiliser à votre avantage, hein, constituent votre capital social. Et donc, selon Bourdieu, hein, il existe une hiérarchie sociale qui découle, hein, des différences entre les capitaux détenus par les individus, hein, avec des individus bien dotés en capitaux économiques, culturels, sociaux, en haut de la hiérarchie sociale, et inversement, hein, des individus dépourvus de capitaux économiques, culturels, sociaux, en bas de la hiérarchie sociale, hein, et donc des rapports hiérarchique, hein, très fort entre ces, ces classes sociales, hein, plus ou moins élevées, hein, dans la hiérarchie en lien avec leurs capitaux. Dans ces deux théories, hein, on voit qu'il y a un conflit, hein, très fort entre les démunis, hein, et ceux qui sont pourvus, au contraire, hein, alors que ce soit euh, en termes de pouvoir, en termes de capitaux, hein, mais il y a, selon ces auteurs, hein, et en cela ils rejoignent Marx, hein, une tension très forte entre des classes euh, qu'ils dénomment exploitants, hein, vis-à-vis des exploités, propriétaires, hein, vis-à-vis des non-propriétaires, et ou dominants, hein, par rapport aux dominés. Et en conséquence, hein, il y a des rapports conflictuels entre ces classes sociales, hein, selon ces auteurs. Je vous l'ai dit au début de ce cours, hein, les théorisations de la hiérarchisation sociale, hein, ne s'accordent pas nécessairement sur une vision en classe sociale antagoniste. Et on a aussi une famille de théorisation qui considère, hein, qu'on est davantage dans un continuum, hein, hiérarchique, une sorte d'échelle sociale, hein, graduelle, donc qui ne peut pas être décrite par l'existence de classes, hein, ou de groupes sociaux, puisque finalement les individus, hein, peuvent se déplacer dans cette échelle sociale, monter ou descendre, et donc il n'y a pas de groupe, de classe, hein, pérenne, hein, mais voilà, des individus qui montent ou qui descendent cette échelle sociale, et qui en conséquence, hein, ne constituent pas de collectif, hein, et donc ne peuvent pas non plus constituer une conscience de classe, hein, définir des intérêts partagés collectivement, et se positionner en conflit avec d'autres collectifs. Là, au contraire, hein, ce sont des individus qui considèrent leurs intérêts personnels, individuels, hein, et qui seraient en compétition en quelque sorte avec les autres individus, hein, pour monter dans la hiérarchie sociale. Alors, un seul exemple, hein, de cette famille de théorisation, hein, de la hiérarchie sociale en termes de stratification, euh, c'est la théorisation d'un sociologue états-unien, hein, qui, entre les deux guerres, euh, donc il s'appelle Warner, a proposé, hein, une hiérarchisation en 6 groupes, hein, de statuts en lien avec le prestige. Autrement dit, les individus, hein, ont plus ou moins de prestige, hein, de valorisation sociale, et peuvent monter et descendre, hein, dans cette gradation
de façon individuelle, hein, en lien avec leur travail ou leur talent. Euh, et cette conception, hein, de la hiérarchie sociale, hein, est une conception consensuelle, hein, de la société où il n'y aurait pas de conflit, hein, entre classes, entre groupes sociaux. Même si, de fait, hein, il peut y avoir une compétition entre les individus, mais si tout le monde adhère au fait qu'il y a les mêmes chances de monter, hein, cela peut aboutir néanmoins à un consensus, hein, un accord sur ce type de fonctionnement social. Bon, je ne développe pas davantage, hein, sur cette famille de, de théorisation, hein. Vous pourrez creuser par vous-même si vous le souhaitez. Je reviens en France, hein, où euh, les, l'approche marxienne des classes sociales a été très fortement influente, hein, dans les années 60 et 70. Hein, le contexte politique voilà, était favorable, hein, à la prise en compte des idées de Marx, avec une proximité, hein, de bon nombre d'intellectuels de, oui, des théories de, de Marx. Et donc, années 60, années 70, hein, les sciences sociales et la sociologie, entre autres, hein, est fortement marquée par l'analyse marxienne, hein, et donc les classes sociales sont euh, un outil d'analyse de la réalité sociale, hein, avec une conceptualisation, hein, proche de celle de Marx, hein, à savoir l'idée, hein, de groupes sociaux positionnés différemment dans le système de production, avec des intérêts, hein, divergents les uns des autres et donc en conflit, hein, les uns vis-à-vis des autres pour défendre, hein, leur propre intérêt. Euh, pour des raisons en grande part liées au contexte, hein, et à la disqualification du communisme en particulier, on a eu une distanciation des intellectuels, hein, vis-à-vis des théorisations de Marx. Euh, un, une transformation du contexte idéologique, hein, s'opère voilà, dès les années 70, 80, et très nettement, hein, le cadre de pensée de Marx, hein, perd fortement de son influence, hein, et on peut parler d'éclipse, hein, de la notion de classe sociale qui restait à l'époque très connotée, hein, marxienne, hein, voire marxiste, et donc que un bon nombre de chercheurs, hein, d'intellectuels ont abandonné. Euh, voilà, on peut dire que dans les années 90, hein, voilà, la notion de classe sociale a été peu utilisée, hein, par les intellectuels, par les chercheurs, avec plusieurs arguments, hein. L'idée que la société de l'époque, hein, ne correspondait plus du tout à celle de Marx, hein, et donc cette idée d'analyser la hiérarchie sociale à partir de la possession des moyens de production, hein, ne convenait plus, puisque dans une société où l'industrie prenait de moins en moins de place, hein, société que l'on dénomme d'ailleurs parfois société post-industrielle, hein, cette analyse ne serait plus pertinente. Un autre, une autre objection, hein, venait de l'idée que on, a, on ne peut pas trouver un seul
critères de hiérarchisation, hein, et qu'il y a bien plusieurs critères, hein, qui vont, produire, plusieurs hiérarchies, hein, parallèles et qui ne sont pas nécessairement, heu, concordantes, hein et donc là encore, hein, ce critère économique, hein, ce critère de la place dans le processus de production serait, réducteur, hein. Il ne rendrait pas compte correctement de la hiérarchisation, sociale à l'œuvre, à cette époque. Et puis un autre argument qui a été aussi beaucoup, avancé, hein, l'idée qu'on assisterait à la moyennisation de la société, hein, c'est-à-dire, l'apparition, de la classe moyenne et son développement, hein, jusqu'à, réduire, hein, à des minorités, hein, la classe, populaire d'une part et la classe bourgeoise d'autre part, hein, et l'intégration de la très grande part de la population dans une classe moyenne. Bon, c'était une vision qui a été beaucoup, développée, dans les années 90, sur laquelle, on revient, hein, depuis les années, 2000, hein, mais qui a été fortement défendue, à cette période. Alors depuis les années, 2000, hein, on voit revenir, hein, dans la littérature, sociologique, hein, et des sciences sociales, la notion de classe sociale. Il y a une sorte de réhabilitation en quelque sorte, hein, de cette notion, mais avec un sens, qui n'est plus exactement celui qu'il avait dans les années 60, et 70. À savoir que, désormais, les classes sociales, désignent, des catégories, hein, qui contribuent différemment à la production de richesses. Donc en cela, hein, on on peut voir néanmoins une affiliation, hein, avec, les théorisations, précédentes, hein. Ce sont aussi, des catégories où les membres partagent, une situation, socio-économique, proche et en conséquence, hein, partagent, des modes de vie, assez semblables. Hem, il n'y a plus, hein, dans, cette notion de classe sociale telle qu'elle est utilisée, à nouveau à partir des années 2000, heu, de de d'éléments, hein, concernant, une conscience de classe, hein, voire même une lutte des classes, hein. Donc ces aspects-là sont mis de côté en quelque sorte, hein, pour focaliser sur, les disparités socio-économiques, hein, heu, sur une hiérarchie, socio-économique, et la question, des classes sociales, en lutte les unes, vis-à-vis des autres, hein, développant une conscience de leurs intérêts, et donc aussi des moyens de les défendre, hein. Tout cela, est, comme, abandonné en quelque sorte, hein, au domaine politique et n'est ne fait plus partie, hein, de la théorisation, hein, des chercheurs, lorsqu'ils utilisent, la notion de classe sociale. Alors là, j'homogénéise beaucoup, la recherche, hein. Heu, évidemment que tous les chercheurs n'utilisent pas strictement de la même façon la notion de classe sociale, hein, et certains vont encore y mettre, hein, un peu de cette idée de conflit, hein, qui préexistait. Mais ce que je vous décris là est la tendance, forte, hein, que l'on peut voir dans les recherches, de l'époque. Alors j'en viens, à cette, notion que vous connaissez, tous, hein, la catégorisation de l'INSEE, qui nous permet aujourd'hui, hein, dans les sciences sociales, de cerner, hein, d'appréhender, heu, les réalités sociales
en prenant en compte, la catégorisation, en lien avec la place dans, le système, productif. Le La première nomenclature, 1re catégorisation de l'INSEE, date de 1950, et donc elle prenait en compte à la fois les professions, le statut de l'emploi, est-ce que c'était un emploi salarié, ou pas, et puis, la qualification, le diplôme, détenu, et également, la place, dans le secteur professionnel, considéré. Donc cette nomenclature des CSP, catégories socio-professionnelles, a été fortement utilisée, dans les travaux de recherche pour, justement, prendre en compte, les individus, heu, en lien avec leur place dans le système, productif, et voir si cette place dans le système productif avait un poids, sur, le phénomène que l'on étudie. Heu Cette, nomenclature, évidemment vieillit, on est à une période où le fonctionnement économique, se transforme, très rapidement, et en conséquence, il faut revoir cette nomenclature, et donc on a une nouvelle, nomenclature proposée par l'INSEE en 1982, sous l'appellation de profession et catégories, socio-professionnelles, qui, donc recense, 497 professions, qui ne sont plus évidemment exactement les mêmes que celles des années, 50, certaines ont disparu, d'autres, nouvelles, se sont, insérées. Ces 497 professions, l'INSEE, les regroupe en 32 catégories socio-professionnelles, et ces 32 catégories, peuvent être réunies, en 6 groupes socio-professionnels, qui sont, les agriculteurs, exploitants, les artisans, commerçants, chefs d'entreprise, les cadres et professions intellectuelles supérieures, les professions intermédiaires, les employés et les ouvriers, auxquels, on peut, rajouter, les retraités et les autres inactifs, Les retraités et les inactifs, n'étant pas des groupes socio-professionnels, de fait, mais étant positionnés néanmoins par rapport au système productif, là, en l'occurrence, comme improductifs, mais ces 2 catégories, existent aussi, dans la catégorisation de l'INSEE. Alors cet outil, des PCS, est tout à fait utile, pour, appréhender, les transformations, que l'on a beaucoup de mal à voir, sans un outil de ce type. Et c'est ainsi, que l'on a pu mettre en évidence le fait que le nombre de travailleurs indépendants, tels que les agriculteurs, les artisans, les commerçants, ont beaucoup baissé, au fil du XXe, et continuent à baisser, début XXIe siècle. On a pu mettre en évidence, toujours grâce à cet outil, PCS, le fait que les ouvriers, heu, ont augmenté en nombre, jusqu'en 1975, et depuis, leur nombre, se réduit, hem, alors que, dans le même temps, heu, le nombre de salariés non ouvriers, à savoir des employés, des professions intermédiaires et des cadres, augmente, de façon continue. Heu, un autre intérêt des PCS est, comme je vous le disais tout à l'heure, de pouvoir mener un grand nombre de recherches ou d'études, sur, les différences, qui peuvent exister entre, ces catégories socio-professionnelles, en termes de richesse, en termes de consommation, en termes de pratique, en termes de représentation,
et donc cela est très utile, aux chercheurs. Alors évidemment, que cela permet aussi, à la base heu, d'écrire la structuration de la société, sur ce critère, socio-professionnel, heu et donc d'appréhender, la réalité, socio-professionnelle de notre, société maintenant, donc je vous demande, avez-vous une idée, du poids des diverses, catégories socio-professionnelles, qu'on vient de mentionner dans la population, française? Je vous laisse, 2 minutes, pour y réfléchir. Alors voici un 1er tableau, qui répond à cette question en prenant en compte, l'ensemble de la population, à l'exception des moins de 15 ans, mais sinon on a toute la population à partir de 15 ans, y compris les retraités et les inactifs, c'est-à-dire les personnes au chômage, ou ne cherchant pas d'emploi d'ailleurs, mais n'occupant pas non plus, d'activité, professionnelle. Donc vous avez 2 colonnes, une colonne pour 2014 et une colonne pour 2009. Donc il est plus facile, de lire les pourcentages, ce sera plus, parlant pour vous et de comparer, entre, les pourcentages de 2014 et les pourcentages de 2009. Donc si l'on regarde, les agriculteurs exploitants sur l'ensemble de la population de plus de 15 ans, on constate, qu'ils sont vraiment une petite, petite minorité, puisqu'aujourd'hui c'est 0,8 d'agriculteurs exploitants, un peu en baisse, comparé à 2009. Les artisans, commerçants, chefs d'entreprise sont 3,5, un petit peu en hausse, par rapport à 2009. Cadres et professions intellectuelles supérieures constituent 9,1 de l'ensemble de la population de plus de 15 ans, un peu en augmentation, par rapport à 2009. Les professions intermédiaires, 14,1 toute petite augmentation par rapport à 2009. Les employés, 16,5 autrement dit, un petit peu, une toute petite réduction par rapport à 2009. 12,8 d'employés, d'ouvriers, euh, là une baisse, par rapport à 2009. 26,8 de retraités, donc là un groupe lourd, dans la population française, en augmentation, par rapport à 2009. Et puis les autres personnes sans activité professionnelle sont 16,4%, un petit peu, une petite diminution depuis 2009. Donc, alors c'est une catégorie très hétérogène, donc c'est difficile d'en tenir un propos euh, univoque, puisque là on a des individus très différents les uns des autres, dans cette dernière catégorie. Mais quand même, ce que l'on peut voir, c'est que l'on a un poids fort déjà d'une population hors emploi. Si on avait intégré la population entière, c'est-à-dire incluant les 0-15 ans, on aurait encore un poids plus fort de la population qui ne travaille pas. En tout cas, vous voyez bien, que c'est une part importante, de la population qui est hors emploi, avec le nombre de retraités qui va en augmentant. Et là, actuellement, dans la période historique, un nombre d'enfants, de jeunes, qui va aussi en augmentant. Pour ce qui concerne, les catégories socio-professionnelles, on voit l'importance du groupe des employés, prépondérante, l'importance des professions intermédiaires et l'importance, des ouvriers. Donc effectivement, il y a eu une baisse importante du nombre d'ouvriers, à mettre en lien avec
la désindustrialisation du pays, hein, mais pour autant, il en reste encore beaucoup, hein, en tout cas plus nombreux, hein, que le nombre de cadres et professions intellectuelles, hein. Euh, voilà. Les artisans, commerçants, chefs d'entreprise, hein, sont peu nombreux, et les agriculteurs, hein, voilà, sont presque menacés de disparition, hein, si on regarde ce chiffre. Voici un autre schéma, hein, qui cette fois vous présente le poids des différentes catégories socioprofessionnelles dans la population qui travaille, hein, qui est en emploi. Donc autrement dit, hein, on a enlevé ici, hein, les retraités et les inactifs. Donc on est toujours sur une population de plus de 15 ans, mais sans les retraités et sans les inactifs. Donc évidemment, hein, que les pourcentages sont plus élevés, hein, puisque la population prise en considération est plus étroite, hein, et plus limitée. Hein. Donc quand vous regardez des pourcentages, regardez bien, hein, sur quelle base ce pourcentage a été calculé. Hein. Donc si on ne regarde que les personnes en emploi, hein, on constate que les employés en 2015, hein, constituent presque 28%, hein, de cette population active en emploi. Ensuite viennent les professions intermédiaires, hein, avec un peu plus de 25%, puis la population ouvrière, hein, avec un peu plus de 20%. Puis cadres et professions intellectuelles supérieures, hein, autour de 17%, les artisans, hein, un peu plus de 6%, et les agriculteurs, hein, un petit peu en dessous de 3% de la population en emploi dans notre pays. Donc vous voyez les écarts avec 2005, hein, donc 10 ans plus tôt, on voit, hein, que le nombre d'employés a un peu fléchi, le nombre d'ouvriers a nettement fléchi, alors que les professions intermédiaires ont augmenté, cadres et professions intellectuelles supérieures sont également en augmentation, artisans, commerçants et chefs d'entreprise très légèrement en augmentation, et les agriculteurs exploitants en diminution. Donc voilà l'état de la situation de la répartition socio-professionnelle de la population en France aujourd'hui. Hein. Donc on parle souvent, hein, de la disparition des ouvriers, ça n'est pas le cas, hein, ils sont encore très fortement présents. Euh, les classes populaires, hein, dans laquelle on peut englober employés et ouvriers, hein, sont encore une réalité massive, hein, dans la France contemporaine. Hein, et cette idée de moyennisation, hein, de la population doit être interrogée. Hein, on y reviendra ultérieurement. Pour l'heure, on va terminer cette séance sur les limites. Hein. On a présenté les intérêts de cette catégorisation de l'INSEE, hein, la nomenclature PCS, hein, pour appréhender les réalités à travers, en prenant en compte, hein, la catégorisation socio-professionnelle des individus. Pour autant, hein, dans la mesure où c'est une catégorisation franco-française, elle ne permet pas la comparaison internationale. Hein, d'accord? Si on veut comparer un phénomène en France et en Allemagne, on va se retrouver avec des catégorisations socioprofessionnelles qui ne sont pas les mêmes. Hein, et donc, dans la même catégorie, on n'aura pas mis les mêmes métiers. Et donc, de fait, on ne peut pas comparer les pourcentages qui en découlent, puisque ce ne sont pas les mêmes populations. Hein, donc ça, c'est un premier obstacle. Hein. Chaque pays a sa propre catégorisation. Et puis, cette catégorisation socio-professionnelle a été critiquée également parce que
elle, elle ramène l'individu à sa profession, à son emploi et en quelque sorte, hein, elle aboutit à tenter d'expliquer, l'ensemble des comportements, des représentations, des membres de la société par, leur place, dans le, système de production. Or, voilà, on sait bien qu'il est tout à fait réducteur, hein, de ramener un individu à son emploi, hein, et qu'il y a d'autres, éléments identitaires, hein, qui vont peser sur les pratiques, sur les représentations des individus et donc c'est simplificateur, hein, de ne prendre en compte que la CSP, hein, pour analyser, un phénomène. Alors pour, contrer, hein, la première objection, à savoir, permettre, la comparaison internationale, des chercheurs, se sont réunis, hein, pour élaborer une nomenclature, européenne. Donc ça a été relativement long, mais cela a abouti en 2016, hein, avec, voilà la proposition, hein, d'une nomenclature qui s'appelle European Socio-Economic Groups et qui, voilà, permet, hein, désormais de faire des comparaisons de différents pays qui ont mis en œuvre, hein, cette, nouvelle, nomenclature, hein. Alors elle est trop récente pour qu'on en ait, un recul. Pour autant, hein, ce sera véritablement efficace si chacun des pays, hein, s'approprie en quelque sorte cette nomenclature et la met en œuvre, hein. Si l'INSEE et les autres organismes de statistiques des autres pays utilisent, cette European Socio-Economic Groups, eh bien, effectivement, hein, on pourra comparer de façon rapide, hein, les les données statistiques produites. Mais si, ils restent chacun sur leur nomenclature nationale, hein, ce ne sont que les recherches internationales qui pourront, mettre en œuvre cette nouvelle nomenclature européenne et donc ça limite quand même de fait, hein, l'intérêt de cette proposition, hein. Donc là, on verra, hein, dans les années à venir comment, cette nomenclature européenne est appropriée ou pas, hein, par les chercheurs et par les instituts de statistiques, nationaux. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui, hein, avec, pour cette, théorisation, hein, des classes sociales. Et on poursuivra à la prochaine séance, hein, sur la question des inégalités, hein, qui découlent de ces rapports sociaux, entre, classes sociales. Donc pour l'heure, hein, je vous souhaite bon travail, hein, et on se retrouve donc, pour la suite, hein, à la séance 8. Au revoir.